13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h32 sur Europe 1, la suite d'Europe 1, 13h. Vous écoutez Céline Géraud et aujourd'hui Nathan Dever et Jules Torres. Céline. Et parlons de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, fondateur du parti LFI, qui était l'invité hier soir sur BFM et qui a justifié l'empathie, les larmes affichées dimanche lors de la manifestation contre l'islamophobie avec une sympathisante du parti LFI. Comprenez, je suis un homme de gauche. Je suis né dans une famille chrétienne où on n'acceptait pas le racisme. On n'a pas besoin d'être de gauche pour... Et je suis né au Maghreb. Donc ça me parle peut-être un peu plus, vous savez ce que c'est avec le temps, bien un peu émotif. Bon, voilà, ça se passe comme ça. Mais c'est pas la première fois. Et je me dis... Non, ce pays est à vous. Je vous demande de vous en rappeler. N'acceptez pas de vous faire mettre sur le bord de l'assiette. Sinon, nous allons recommencer une horreur qui a déjà eu lieu une fois. Et donc, tous les responsables politiques, quelles que soient leurs opinions, doivent se dire, maintenant, ça suffit de montrer du doigt les musulmans. Voilà, Jean-Luc Mélenchon hier soir sur BFM, Jules Torres qui a justifié ses larmes et son empathie pour cette femme musulmane, je le rappelle, donc sympathisante. Que Jean-Luc Mélenchon ait de l'empathie pour cette femme, ça je le crois. Qui disait en substance, on a peur. Qu'il ait eu des larmes lors de cette manifestation en soutien à la famille de Aboubacar Cissé, pourquoi pas. En revanche, moi j'ai vu des vidéos où on le voit quelques minutes plus tôt, tout sourire en disant à un député, un collègue à lui, au moins on parle de nous, c'est le plus important, tout sourire. Quelques heures plus tard, quelques minutes plus tard, il était, on l'a vu avec ces images qui ont fait le tour de la France et qu'on a commenté, avec des larmes. Bon, moi j'ai un peu le sentiment quand même que c'est le Jean-Luc Mélenchon qu'on connaît. C'est le Jean-Luc Mélenchon des revirements. C'est le Jean-Luc Mélenchon qui, le 21 novembre 2015, disait dans Salut les terriens chez Thierry Ardisson, je conteste complètement le terme d'islamophobie. On voit bien que Jean-Luc Mélenchon a changé. En 2017, il n'est pas passé loin d'être au second tour. Il a ensuite changé complètement sa stratégie électorale. Il pense aujourd'hui flatter un électorat. Moi, je pense qu'il prend les musulmans pour des imbéciles. Je pense que la majorité des musulmans... C'est contre-productif non, pour vous, ça peut se retourner productif pour lui, parce que toutes les révolutions commencent par des minorités. Mais je pense que c'est pas quelque chose qui va fonctionner. Je pense que c'est une stratégie de premier tour qui est diabolique. En revanche, je pense que étant donné les outrances, étant donné les dérapages, étant donné le danger aujourd'hui qu'incarne Jean-Luc Mélenchon pour la démocratie, je crois qu'au second tour, il pourrait être face à mon petit frère qu'il perdrait. Et mon petit frère, c'est pas un as de la politique. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est que ça illustre quand même un revirement de Jean-Luc Mélenchon et ça nous montre qu'il est prêt à tout pour le pouvoir et pleurer quand on est un homme politique pour gagner des voix. Ça me semble être un calcul que beaucoup d'hommes politiques peuvent faire. Jean-Luc Mélenchon, effectivement, qui pleure, qui affiche son émotion, une empathie. Alors, est-ce que c'est surjoué? Ça, on peut en parler. Il admet aussi être clivant, mais il dit que ça ne sera pas un frein à mon accession au pouvoir, clairement. Le problème et le sujet n'est pas, à mon avis, le fait que Jean-Luc Mélenchon pleure pour exprimer son empathie face à un meurtre qui, manifestement, est un meurtre raciste. Moi, d'abord, je suis pas dans sa tête ou dans son cœur pour savoir dans quelle mesure c'est sincère ou calculé. Et deuxièmement, cette empathie, je l'approuve, je la ressens. Le problème, il est précisément que l'empathie, elle ne doit pas être sélective. Et que l'empathie a du sens. Vous savez, c'est Rousseau qui dit ça dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Il y a chez chaque homme peut-être un désir de conservation, mais il y a un autre instinct qui sauve la nature humaine, qui est la pitié. Et la pitié est un mouvement d'identification universel à la souffrance de quelqu'un. Même un animal, nous dit Rousseau, on est en pitié. Or, comparez l'image des larmes de Jean-Luc Mélenchon à la manière dont il parlait de Kfir Bibas après le 7 octobre. Quand, dans un discours, il disait « le bébé, souvenez-vous de Ercilia Soudet, qui était harcelé par la photo de ce bébé Kfir Bibas qui était mise sur sa porte. » C'est quand même incroyable. Parce que cette empathie, il ne l'a pas montré sur le 7 octobre. Il ne l'a pas montré, je parlais le 7 octobre, on pourrait faire la liste d'ailleurs de tous les crimes sur lesquels on n'a pas entendu, on n'a pas vu Jean-Luc Mélenchon pleurer. Je pense que les larmes, en un sens, ne mentent pas. Imaginons même qu'elles soient calculées. Ça montre bien que là, il est en empathie avec cette souffrance, et il a raison de l'être, et qu'il y a eu d'autres sujets sur lesquels on ne l'a pas vu pleurer, et on l'a vu au contraire relativiser, lui et ses copains, lui, Ercilia Soudet, qui rigolait en parlant du 7 octobre, qui rigolait. Voilà. Donc cet écart, ce delta entre le rire sur le 7 octobre et les larmes sur le meurtre d'Aboubacar Cissé,
Je crois que ça résume tout, et de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, et malheureusement d'une certaine situation de la société française. Où sont les gens qui pleurent à égalité sur les deux crimes? Heureusement, il y en a, mais on ne les entend pas assez. On va écouter Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui était donc l'invité d'Europe 1 et CNews ce matin. Et pour lui, les actes antireligieux sont le résultat d'une société ensauvagée. On l'écoute. Je crains qu'il y ait des arrière-pensées électoralistes derrière les larmes de M. Mélenchon. Simplement qu'il y ait une crainte aujourd'hui d'un certain nombre de nos compatriotes musulmans. Je peux l'entendre. Je peux l'entendre parce que les actes anti-religieux sont bien présents. 173 actes anti-musulmans en 2024, 1500 et quelques actes antisémites, 700 actes anti-chrétiens. Donc on est dans une société qui est totalement ensauvagée. Et on ne peut pas relier deux crimes épouvantables parce qu'ils sont très très différents. Voilà, Bruno Retailleau ce matin, Jules Torres. Non mais, évidemment qu'il dresse un constat qui est juste. Je pense que la majorité des Français, quand ils sortent dans la rue, ils n'ont pas peur des chrétiens, ils n'ont pas peur des juifs, ils n'ont pas peur des musulmans. Ils ont peur d'une société ensauvagée, avec de l'ultra-violence, d'une société ensauvagée, d'une société où règne la loi du talion. Moi, j'ai plusieurs exemples. Ce qu'on a vu la semaine dernière dans le lycée de Nantes, une jeune lycéenne, 57 coups de couteau par un autre élève qu'elle avait conduit. Eh bien ça, c'est une société ensauvagée. Souvenez-vous de ce SUV qui roule sur un cycliste parce que le cycliste lui a tapé sur le capot, qui lui roule et qui le tue. Ça, c'est une société ensauvagée. Je pense que tous les chiffres nous le montrent. La question, c'est pas de regarder les chiffres des homicides d'une année après une autre, c'est de regarder sur 20 ans, est-ce que les crimes, et les crimes violents particulièrement, ont augmenté? Bon, bah la réponse est oui. Les crimes, par exemple, chez les adolescents sont en baisse. Mais c'est la gravité des crimes qui augmente. Est-ce qu'il y a 20 ans, on avait une prolifération des couteaux dans nos écoles? Est-ce qu'il y a 20 ans, on mourait pour un mauvais regard, parce qu'on avait refusé de donner une cigarette, ou parce qu'on sortait d'une fête à Crépol? Non. En réalité, c'est cette société ensauvagée qu'il faut drastiquement changer. Donc la question, c'est pas de pointer, de pas cibler des communautés. La question, c'est de se dire, est-ce que oui ou non, on a dépassé une limite dans cet ensauvagement? Je pense qu'on est arrivé à un point de non-retour.